Bien, nous allons commencer. Donc, je vais vous parler un petit peu, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, la première depuis 2 mois que j'avais pas filmé, c'est qu'il y a une petite goutte d'eau. Il se trouve que mon papa a eu voilà, il a 89 ans, il a eu quelques problèmes et je me suis retrouvé dans l'impossibilité d'aller le voir à l'hôpital. Et connaissant, vu les ressources qui sont les miennes, les modestes connaissances qui sont les miennes, j'ai trouvé ça complètement abracadabrantesque. Et ça m'a rendu furieux et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas transmettre certaines connaissances que j'ai parce qu'on vit à une époque où il va y avoir de gros dégâts psychologiques, il y a déjà de gros dégâts psychologiques et retenez bien cette phrase, enfin ces 3 mots, savoir c'est pouvoir. Et j'y reviendrai dans un moment ce soir, savoir c'est pouvoir, mais il y a certaines choses, certaines stratégies à mettre en place derrière. Et c'est vraiment important. Je vais vous parler de l'histoire de la grenouille que certains connaissent très bien, je l'espère. C'est l'histoire d'une grenouille qu'on met dans une marmite d'eau froide. Et la grenouille, elle est tranquille, elle est au niveau stress, au niveau émotion, ça se passe bien, elle est dans un milieu qu'elle connaît. Et on commence à mettre le feu sous la casserole. Et le feu, la température de l'eau monte progressivement. Elle monte tellement progressivement et lentement qu'à un moment donné, ça devient tellement chaud qu'elle n'a plus la capacité à réagir, n'a plus la capacité à s'enfuir et elle finit par mourir. Et aujourd'hui, quelque part, cette métaphore, je trouve qu'elle résonne un peu plus particulièrement parce que nous sommes tous dans des situations. Alors, la perception, je reviendrai brièvement ce soir sur ce que c'est que la perception, mais je ne vois pas vraiment de gens autour de moi qui sont sereins, qui sont tranquilles par rapport à tout ce qui se passe, qui n'ont pas de doute, qui ne se sentent pas impuissants, qui n'ont pas des émotions qui s'activent. C'est quelque chose que je trouve plutôt rare. Un autre point aussi, c'est que dans une vidéo, j'ai parlé de 2 types de manipulation / influence. Et moi, ce que je considère, par exemple, j'ai vécu des relations toxiques, très toxiques, avec des conséquences voilà, qui sont ce qu'elles sont et qui n'ont pas été très confortables. Et il va y avoir donc de l'emprise, de la manipulation, des relations qui sont toxiques dans le sens où, j'y reviendrai à la fin, où nous avons à l'intérieur de nous des blessures émotionnelles, les 5 blessures principales, je les renommerai tout à l'heure, et c'est plus connecté justement à nos histoires, nos expériences qui ont créé à l'intérieur de nous certains programmes. Et ça, c'est un fonctionnement qui est inconscient. En même temps, il y a des gens qui, alors je veux bien que vous coupiez le micro, je ne sais pas qui a un micro ouvert, il y a des gens qui connaissent parfaitement comment fonctionne le cerveau. Il y a des gens qui connaissent parfaitement différentes techniques dont je vais vous parler de certaines, d'expériences qui ont été faites et de techniques qui ont été, voilà, qui ont fait leurs preuves pour vendre, pour faire élire quelqu'un et quoi que ce soit. Et là, si on ne raccroche pas, si on ne fait pas un pont avec une notion qui me semble encore trop rare aujourd'hui, c'est la notion d'éthique. Je vous donne un exemple, je ne vais pas citer qui que ce soit, mais j'ai connaissance de quelqu'un qui est un des plus grands coachs au monde. Et dans le travail que je le vois faire, puisqu'on était potes à un moment donné, aujourd'hui, je vois que cette personne-là utilise des outils d'influence qui se sert pour manipuler, pour vendre un service, un produit. C'est un exemple. Et c'est pour ça que cette notion d'éthique, ici, je vois au moins un thérapeute, il est important de se dire pourquoi on fait les choses, comment on les fait, dans quel but, qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres, parce que ça va vraiment changer, en fait, quand on a certaines responsabilités, certaines connaissances et que l'on veut transmettre quelque chose, quand l'on veut vendre quelque chose, il est important de le faire d'une certaine manière qui ne nuise pas à la personne qu'on est en face et que cela corresponde vraiment à ses besoins. Je vais aborder 4 aliments essentiels. 4 aliments essentiels, certains ont peut-être vu des vidéos où je parle de ça ou en conférence, c'est que
tout ce que nous allons, les gens que nous allons fréquenter, on sait aujourd'hui que nous sommes la moyenne des 5-10 personnes que nous rencontrons le plus. Les gens qui vibrent d'une certaine manière et en TPE, en technique de pacification émotionnelle, on appelle ça, et ce n'est pas péjoratif, mais on appelle ça une association de névrose. C'est particulièrement important de voir qui on a autour de nous. Comment on se sent par rapport aux gens qui sont autour de nous? Est-ce qu'on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent stressé, on se sent triste? Voilà, quelles sont les émotions qui sont associées à ça et d'être attentif par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? Aujourd'hui, on peut le voir, si je prends le contexte international, chaîne d'infos en continu, il y a des gens qui sont accrochés par rapport à ce genre de choses. Et il faut savoir que ces gens-là sont activés, j'y reviendrai après, parce que les processus utilisés sont là pour activer certaines émotions. Alors, on le voit très bien, l'émotion de la peur, depuis 2 ans, c'est un levier qui est utilisé en permanence. Sauf que le cerveau, il n'est pas fait pour pouvoir supporter ça sans dommages et sans dégâts. Donc, porter son attention par rapport à ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter également, c'est la même chose, c'est le même registre. Certains savent déjà que je suis un tout petit peu formé en PNL et pour moi, j'attache une importance considérable à la sémantique, à la linguistique. Il y a déjà la structure des phrases. La structure des phrases va générer aussi une chimie du corps. Entre un émetteur et un récepteur, il va y avoir des échanges qui vont produire des réactions au niveau du corps. Et en fonction des mots qui sont utilisés, et j'ai plus son nom en tête. D'ailleurs, tiens, je mettrai une vidéo d'une conférence que j'ai vue de lui. Ça va me revenir. Si je prends le mot crise, le mot virus, le mot mort, le mot maladie, tous ces mots à connotation négative, notre cerveau, pour lui, c'est très simple, il est binaire. Donc, c'est vie ou mort. Donc là encore, c'est le corps qui va réagir d'une certaine manière et on va avoir le taux de cortisol et d'adrénaline qui va augmenter. Ponctuellement, c'est OK. À long terme, ça va entraîner ce que je vais nommer dans quelques instants. Ce qu'on lit, c'est la même chose. Et à la fin, vous allez avoir à disposition toute une liste de ressources en lecture qui sont les miennes et où je vais raccrocher ça encore une fois à savoir ses pouvoirs. Aujourd'hui, il est essentiel de diversifier en fait les sources d'informations que l'on peut avoir. Il est important d'avoir cette capacité à lire des philosophes, des auteurs divers sur différents sujets pour élargir en fait ce que je vais aborder dans l'avant-dernier point sur les stratégies du changement, sur les stratégies pour aller dans une direction et un présent où on va se sentir beaucoup mieux. Et il y a enfin l'autre nourriture, la dernière nourriture, c'est celle qu'on se fabrique nous-mêmes. Ce sont les histoires qu'on se raconte. Ce sont les histoires du passé, les expériences qu'on a vécues, les présuppositions sur ce qui va advenir du passé par rapport justement à la systémie, l'environnement qui va être le nôtre, qui va interagir par rapport à l'ensemble de nos expériences. Et ça, souvent, quand on a vécu des expériences qui sont inconfortables, on va avoir cette petite roue du hamster qui va faire en sorte de nous sentir encore plus mal et rester dans ce que je vais appeler, et ce que par exemple Joe Dispenza appelle les émotions de survie, qui sont associées à des vibrations qui sont des vibrations basses. Je vais dire quelques mots sur la glande pinéale parce que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai observé que les vidéos parmi les plus vues, ce sont des vidéos où je parle de la glande pinéale. Donc, si je fais état, si je fréquente des gens toxiques, si je regarde BFM toute la journée, CNews, ce que vous voulez, si j'écoute tout un tas de choses qui sont également toxiques, si je lis Voici, si je lis par exemple les journaux, tout ce qui est journaux mainstream, etc., là, notre épiphyse, la glande pinéale, va dysfonctionner. Pourquoi? Parce que le niveau de stress dans le corps va augmenter, le taux de cortisol, l'adrénaline et d'autres choses. Et en fait, on va sortir de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre du système nerveux sympathique
et parasympathique. À court terme, c'est OK. Le cerveau, on est en mode fuite, combat, accélération. À long terme, on va générer des maladies, on va générer de la dépression, on va générer différents troubles et en fait, on va s'autodétruire quelque part comme ça parce qu'en même temps, le sommeil va être altéré. Toutes nos fonctions vont être altérées et si on se rajoute à ça, c'est comme un cercle vicieux, c'est une boule de neige qui augmente de plus en plus et à un moment donné, ça va faire ça peut faire un burn-out, par exemple, puisqu'on en voit de plus en plus actuellement. Moi, j'ai été choqué des chiffres des enfants qui sont des suicides des enfants, des suicides en général, des états dépressifs ou des violences familiales. Moi, je suis en contact avec des psychologues, je suis en contact avec tout un tas de gens qui ont leur vision par rapport à ce métier-là. C'est dramatique et je trouve que c'est beaucoup plus dramatique que ce virus qui produit des effets et qui produit certains dégâts. Mais il y a une phrase, alors je vais essayer de me la rappeler, d'un philosophe dont je vais vous transmettre dans la formation justement un lien. Il fait 5 heures de vidéo extraordinaire. Et ce qu'il dit, c'est que c'est une pandémie mondiale en fait, qui tue 0,03% de la population. Et dans le pourcentage de cette population, c'est une population qui a dépassé la moyenne d'âge où les gens décèdent aujourd'hui. Donc, c'est une espèce de chimère, une chimère qui est entretenue par différents moyens dont je vais développer ça dans quelques instants. Donc, attention à ce qu'on met dans son corps, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, par les aliments, par les toxiques, le sucre. Vous aurez à disposition un livre sur le sucre qui est extraordinaire. On sait aujourd'hui que le sucre, c'est une véritable catastrophe pour les neuroscientifiques parce que, on va connecter ça au circuit de la récompense et de la dopamine, parce que ça nous transforme également en mouton quelque part. L'être humain, le programme de l'être humain, il est fait pour des choses en fait relativement simples. On est programmé pour manger, trouver à manger, copuler, se reproduire, se reposer, c'est une des fonctions parce qu'on est programmé pour faire les choses sans effort. On est programmé aussi pour avoir du pouvoir sur les autres. On est programmé pour créer des liens. Et certains le savent, à la base, je parle beaucoup de dépendance affective, qui est plus une dépendance au rejet ou à l'abandon. Mais le lien est très important. Quand aujourd'hui, et là on entend de nouveau parler de confinement, quand on isole des gens, quand les gens se retrouvent seuls, c'est quelque chose, nous ne sommes pas conçus pour nous sentir bien dans de telles conditions, à de rares exceptions près. Et on est très loin aujourd'hui des ethnies de chasseurs-cueilleurs, où on était complètement dans ce concept de manger, copuler, se reproduire, etc. Avec d'ailleurs, dans ce qu'on sait aujourd'hui, il n'y avait pas de maladie psychiatrique, il n'y avait pas de problématique de pouvoir, puisque ce sont des ethnies, des petits groupes d'humains qui fonctionnaient d'une manière simple. Mais le cerveau a permis d'évoluer, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on est capable, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable de sauver des gens et mettre des moyens considérables pour sauver des gens. On est capable d'aller sur la Lune, on est capable de créer des choses absolument extraordinaires. Et en même temps, l'être humain et le cerveau, donc ça, vous l'aurez, puisque c'est quelqu'un un neuroscientifique que j'ai découvert et je vous donnerai les références de son livre. Comment est-ce qu'il est possible aujourd'hui de continuer à fonctionner de la même manière quand on voit les dégâts sur la nature, quand on voit cette obstination, cette recherche du bonheur, cette recherche du toujours plus, rapidement, tout de suite. C'est juste un programme d'autodestruction en fait programmé. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, une des choses que le cerveau n'aime pas du tout, c'est toute cette incertitude qui peut être générée par rapport aux perceptions de chacun, tout le doute qui peut se créer. Et
Donc ça, je reprends un terme de mon pote René Zoria, c'est que nous vivons dans une société qui est évitéolique. Évitéolique. Une société où la consommation de drogue, quelle qu'elle soit, hein, parce que ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être des substances chimiques, ça peut être des McDo, ça peut être de la sexualité, ça peut être tout un tas de choses. Une société dans laquelle, aux États-Unis, je crois que à très court terme, on est proche de 40% de personnes obèses. De personnes obèses. Il y a quelque part un petit problème. Et tout ça, c'est en partie grâce aux formidables capacités de notre striatum, qui est une partie du cerveau. Et en fait, le système de la récompense, il va y avoir une production de dopamine et un plaisir immédiat. Et aujourd'hui, on est dans la société du plaisir immédiat. Et moi, j'ai été, et c'est dans le livre de Sébastien Boller où, franchement, il y a un truc qui a fait sens parce que il y a des choses que je connaissais, que j'ai vues sous un autre angle. C'est quand il parle des GAFAM, les Google, machin, etc. Et surtout le cas d'Amazon. Le cas d'Amazon où aujourd'hui, en fait, on claque des doigts et on a tout de suite quelque chose. En fait, ça, ce qui se produit dans le cerveau, ça paraît anodin, mais c'est la production de dopamine par l'hypothalamus. Si je n'ai pas mon colis qui arrive tout de suite, je ne vais pas avoir ma dose de dopamine et l'hypothalamus, justement, va freiner le blocage de la production de dopamine. Les téléphones, extraordinaires. Et ça, je vous partage une expérience que j'ai vécue, c'est qu'il y a quelques temps, j'ai cassé mon téléphone et je me suis retrouvé pendant 4-5 jours sans téléphone. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point, mais j'étais complètement addict à ce truc. J'étais toujours en train de le chercher. Alors, j'avais un vieux téléphone à clapper. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dépendant. J'étais dépendant aux algorithmes. Et encore une fois, voilà, les GAFAM connaissent exactement comment fonctionne le cerveau. Donc, tout est fait pour passer du temps dessus. Tout est fait pour se sédentariser. Et en même temps, si je mange du sucre, si je fais moins de sport, etc., que je regarde mes émissions de télé, les Marseillais en vacances, les trucs, etc., où on s'abrutit complètement, eh ben, on devient, je ne sais pas si on est encore un être humain, mais le truc, c'est que ça ouvre la porte à pas mal de souffrances, tout ça. Et j'aimerais parler de la liberté. La liberté, alors il se trouve que quand je fais l'étalonnage de mes top valeurs, il se trouve que la liberté, c'est une de mes top valeurs. Il y a une chose qui est importante et je le connecte encore une fois au fonctionnement du cerveau. En fait, le cerveau a cette capacité à facilement générer un oui. Parce que ça ne demande pas d'effort. Et ce n'est pas simplement de se dire, bah oui, c'est facile. Non, c'est que le cerveau est conçu comme ça. Le cerveau, son fonctionnement, c'est que de dire oui, même si quelque chose ne nous plaît pas, c'est facile. Au niveau de tout ce qui se passe, des connexions synaptiques, etc., le fait de dire non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Le cerveau a horreur de faire des efforts. Ça, c'est un point important parce qu'en fait, toutes les personnes en ce moment qui prennent des décisions à notre place, en fait, connaissent tout ça. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois ce soir. Tous ces gens-là connaissent exactement comment fonctionne le cerveau. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que où est la recherche de sens de notre vie? Pourquoi on se lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde? Est-ce que je veux devenir voilà, devant mon écran? Parce que par exemple, maintenant, c'est vrai que moi, c'est extraordinaire. Je peux voir des gens ici, il y a 40 personnes qui sont inscrites, il y en a quelques-unes qui sont là, d'autres qui recevront le truc. Je peux transmettre comme j'ai envie de transmettre en privé, parce que maintenant, peut-être qu'il y a des endroits ce soir dans ce que je vais raconter, je pourrais être peut-être censuré. Et il y a la possibilité technique de faire certaines choses. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, si c'est moi, par rapport à mes expériences, par rapport aux souffrances qui ont été les miennes, par rapport à factuellement des équations aujourd'hui qui sont pour moi pas forcément très confortables, mais que je suis là, mon âme dans cette incarnation est là pour les expérimenter, comme nous tous avec cette expérience du Covid, on est là pour expérimenter ça. Mais quelle est l'expérience aussi? Quel est le sens que je peux donner justement par rapport à ça? Moi, j'ai envie de transmettre des outils, j'ai envie de pacifier les expériences des élèves qui viennent me voir
pour que les uns et les autres, la vibration sur cette planète augmente et le monde en a besoin d'une manière ou d'une autre parce que je crois que réellement l'être humain peut potentiellement courir à sa perte. Et on peut s'interroger aujourd'hui sur les 3000 personnes qui gèrent la boutique Planète, quelles sont leurs intentions? Parce que ce qui est intéressant de dire, c'est que celui qui contrôle les émotions, rappelez-vous, hein, quand je parle d'activer les émotions, vous avez les médias, on va activer la peur de la mort, par exemple. Celui qui contrôle l'émotion contrôle le monde. Et quand on est dans des émotions négatives, rappelez-vous, nous sommes dans des émotions de survie avec une vibration particulièrement basse que je vais reconnecter. Je reconnecte ça avec les médias. Aujourd'hui, on a des médias qui sont centralisés. L'information quasiment sur toute la planète, c'est la même chose. Donc, peut-être qu'il y a des questions à se poser justement sur les canaux d'information, comme je l'ai dit il y a quelques instants, parce que tout ça, en fonction des petits humains que nous sommes, chacun dans notre coin ou dans des petits groupes, ça va générer du stress. Et le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et là, la chance, c'est que là, on a la possibilité de transformer certaines choses. On a en TPE, ce que l'on transmet, c'est qu'il est essentiel de reprendre toute la responsabilité de son état émotionnel. Actuellement, pour certains, dont moi, c'est quelque chose qui est particulièrement sportif. Où est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre? Je suis vacciné, je ne suis pas vacciné, qu'est-ce que je vais avoir le droit de faire? Et je me rappelle que j'ai vécu ces expériences, et alors dans le futur, je ne vais pas pouvoir faire ça, mais qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Donc il y a un moment, c'est revenir dans un état d'homéostasie. Et ça, je vais vous transmettre des outils que certains connaissent, mais ce sera un rappel pour que ce soit utilisé. Parce qu'un état de stress permanent, comme je vous l'ai dit, va conduire à des choses pas très drôles. Je vais maintenant vous parler de différentes personnes. La première personne que je trouve absolument extraordinaire, c'est un monsieur qui s'appelle Édouard Bernays, qui est une référence pour tous ceux qui font de la communication, tous ceux qui veulent vendre, pour les gouvernements qui veulent transmettre certains messages d'une certaine manière. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce monsieur Bernays, c'est de la famille à Sigmund Freud. Et il a compris, et il a très bien compris, que comprendre comment fonctionne la psychologie d'une personne va ouvrir des portes. Et la première porte, par exemple, dont je veux parler, c'est ce qu'a fait Bernays. Et son livre, vous l'aurez dans la liste de bouquins que je vais vous transmettre, il s'appelle Propaganda. Ce monsieur a réussi une performance à une époque où les femmes, il était très très mal vu qu'elles fument. En fait, il a construit de toutes pièces une campagne de communication où il s'est associé avec des médecins qui ont expliqué, comme on en voit sur les plateaux TV aujourd'hui, on a sur les plateaux TV, on n'a que les médecins qui disent que le vaccin c'est bien, c'est OK. Mais là, en l'occurrence, c'est exactement la même chose qu'a fait Bernays. C'est-à-dire que tous ces médecins ont dit fumer, c'est bon pour la santé. Fumer, c'est bien. Fumer, ça va être bon pour que les femmes, voilà, elles expriment le féminisme, ça a touché le féminisme. Et on s'est retrouvé avec Lucky Strike, puisque c'était pour Lucky Strike qu'il a bossé. On s'est retrouvé avec des ventes de clopes, dont on sait aujourd'hui que c'est un pur désastre, qui ont explosé. Une deuxième chose qu'a fait ce Bernays, c'est marrant parce que j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que moi j'ai toujours eu la croyance que le petit déjeuner américain, les œufs bacon, c'était une espèce de tradition. Non, 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 c'est Édouard. C'est Édouard qui a inventé tout ça. Et avec l'aide donc avec les industries agroalimentaires qui avaient de la viande à vendre, il a mis en place, pareil, je vais chercher des médecins référents qui vont dire que le bacon, c'est bon pour la santé, machin, etc. Et on s'est retrouvé avec, aujourd'hui, c'est une institution. Les œufs au bacon, c'est une institution pour le petit déjeuner américain. Mais ça, c'est Édouard. Donc, je passe sur beaucoup de choses parce que s'il y a une autre chose que je veux rappeler, c'est que, par exemple, c'est lui qui a créé
Alors, je ne sais pas si non, je ne vais pas la retrouver là. C'est lui qui a créé une affiche de propagande pour que les États-Unis, le peuple américain, accepte que les États-Unis entrent en guerre contre Hitler. Donc, il avait décrit, donc là, peut-être que ça va vous faire sens par rapport à certaines choses aujourd'hui, c'est la stratégie du bouc émissaire. Donc, l'Allemand était présenté sur une affiche moche, agressif. Vraiment, c'était une image. Je la rajouterai, tiens, dans la formation que j'ai créée. Il a créé une image qui a incité, qui a aidé les politiques à décider que c'était OK que les États-Unis entrent en guerre contre les nazis. C'est le père de beaucoup de choses aujourd'hui en termes d'influence / manipulation des hommes politiques, des partis politiques, des États, même si j'ai la croyance, donc je le dis, que les chefs d'État ne sont que de vulgaires pions au service d'autres personnes. C'est un avis personnel, chacun en fait ce qu'il en veut. Je vais ensuite parler d'une expérience qui a été faite. Enfin, c'est plutôt une charte, et ça s'appelle la charte de Biedermann. La charte de Biedermann, alors donc je reviens juste un petit peu en amont. Rappelez-vous, peut-être que vous pouvez observer qu'aujourd'hui, on fait appel à beaucoup de médecins pour décrire tout un tas de choses. Des médecins qui, bien sûr, peuvent avoir quelques appointances avec certaines industries. Mais voilà, ça, je vous laisse votre point de vue par rapport à ça. Donc, je reviens à la charte de Biedermann. Ça s'appelle la charte de coercition de Biedermann. Et c'est un truc sur les premiers 6 mois de cet épisode de virus. Il y a 8 points. Donc, c'est de la torture, c'est une torture propre, ça a été expérimenté, c'est de la psychologie sociale. Donc, le premier point qui fait sens complètement, c'est isoler. L'isolement, isoler les gens. Voilà, si je vous parle de confinement, peut-être que vous pouvez faire un pont. Monopolisation de la perception. Encore une fois, là, il n'y a qu'un point de vue qui est valable. Plateau télévisé, homme politique, il y a un seul point de vue. Point. Pas de discussion. Et vous avez, bien entendu, derrière tout ça, au bout d'un moment, par rapport aux capacités du cerveau, à le doute, l'insécurité, l'impuissance, la frustration, voilà, vous allez physiquement sortir de l'homéostasie et avoir un état d'épuisement. Et c'est marrant parce que j'ai connu cet état d'épuisement il y a quelques temps où une masse d'informations distinctes, le cerveau, au bout d'un moment, il bug et j'y reviendrai à la fin, à un moment, ça devient intéressant de revenir à des bases. Les indulgences occasionnelles, ça, c'est le 5e point. Les indulgences occasionnelles, et là, on revient à un principe élémentaire que certainement la plupart d'entre vous connaissent, c'est la carotte et le bâton. Et où est-ce qu'on a appris ça? À l'école. Si tu es sage, tu vas avoir un bon point. Si tu n'es pas sage, tu vas aller au piquet. Et c'est aussi bête que ça. Le truc, c'est que ça fonctionne très, très bien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est plus facile pour le cerveau qui agit sans effort à dire oui et de dire non. C'est un effort pour la structure du cerveau. Le point suivant, c'est le point 6, c'est la démonstration de toute puissance. C'est que là, on en impose par différents moyens. Ça peut être la force, ça peut être souvent la force, ça peut être la menace virulente accompagnée de menaces où on va t'enfermer, tu vas aller en prison, tu vas être privé. Rappelez-vous, je lâche un mot comme ça, le crédit social, c'est un truc où reste enfermé chez toi si tu n'es pas vacciné. Le 7e point, c'est la dégradation. Alors, dans cette dégradation, ça va être une dégradation cognitive, une dégradation de l'état de santé, une incapacité de plus en plus par cet état cognitif à être en capacité de réagir. Et le dernier point, le 8e point, les demandes stupides imposées. Je mets un masque, le masque, ça ne sert à rien. On peut mettre là-dedans tout ce qui est injonction paradoxale, double contrainte, qu'on peut appeler en psychologie. Et tout ça, c'est imposé. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça, c'est de la torture.
c'est rien d'autre que de la torture. Donc, en fonction de la perception par rapport aux expériences passées, la perception qu'on peut avoir par rapport à ce type de fonctionnement, l'état général, l'état mental, aujourd'hui, j'ai la croyance que certaines personnes, institutions, veulent rendre dingue un certain nombre d'autres personnes. C'est un point de vue. Je vais passer ensuite à quelqu'un qui est appris dans les écoles de commerce, beaucoup, hein, comme Bernays d'ailleurs, mais peut-être quelqu'un que vous connaissez, que certains connaissent, c'est Robert Cialdini. Je ne vais pas m'étendre parce que ça, c'est là, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que dans ce que vous entendez, vous connaissez certainement certaines choses, et si à un moment donné, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, le truc, c'est que il est important que vous fassiez l'effort d'aller chercher l'information. C'est-à-dire que moi, j'ai rédigé toute une liste de bouquins. Il y a des conférences aussi. Le truc, c'est de faire l'effort d'aller chercher de l'information. Là où on n'a pas forcément l'habitude d'aller la chercher. Aujourd'hui, par rapport, et Cialdini, donc, vous avez 2 bouquins que vous retrouverez, c'est Influence et manipulation et persuasion. Mais là, j'aimerais venir sur un point, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Dans les principes d'influence, il y a l'autorité. Et là, c'est, alors Virgile dit, suivez un expert, c'est une espèce de conditionnement. Et on le voit par rapport à ce que l'on appelle crise sanitaire, le biais d'autorité de la blouse blanche. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelqu'un qui a des diplômes, les sachants, les professeurs, ça, c'est quelque chose qui, par rapport au biais cognitif que ça représente, est puissant. Il y a eu une expérience qui a été faite par rapport à ça. C'est qu'on a mis quelqu'un dans la rue habillé normalement et qui informait, alors je crois que c'était des papiers plus quelque chose de verbal, vous avez des ovnis qui vont arriver, il faut mettre des masques, cachez-vous, etc. Donc, avec une personne habillée normalement, comme tout le monde. Donc, les gens, évidemment, se foutent de sa gueule, etc. etc. Deuxième point, on a mis une personne en tenue de médecin, en tenue de soignant, le petit badge qui va bien, professeur, machin, etc. Le même message a été transmis. Ben là, dans cette hypothèse-là, par rapport à la blouse blanche, le message a été beaucoup plus suivi. Donc, notez l'importance de la blouse blanche. Moi, j'ai un exemple personnel par rapport à ça quand j'étais directeur d'EHPAD. Un jour, alors c'est vrai que j'ai un côté où je suis peut-être un peu atypique, mais j'étais à la photocopieuse de mon EHPAD et j'étais en short, en tenue de sport, mini short, petit débardeur, et j'ai un médecin qui se pointe et qui commence à me dire des conneries sur mon personnel soignant. Il ne savait pas qui j'étais en fait, il ne m'avait jamais rencontré. Et en fait, voilà, c'est en gros, pour ce médecin qui se croyait peut-être un petit peu au-dessus des autres, l'habit, l'habit ne fait pas le moine, peut-être vrai, mais en même temps, c'est très vrai. Et il a fallu derrière, la communication s'est engagée sur autre chose, mais vigilance par rapport à celui qui soi-disant sait. Aujourd'hui, quand on voit, vous mettez 2 professeurs, il y en a un qui va vous dire on va tous mourir et l'autre qui vous dit c'est de la gnognotte le truc, ça vaut le coup d'aller chercher des informations, ça vaut le coup d'aller regarder qu'est-ce qui a été fait comme étude par ces personnes, etc. Ça vaut le coup de regarder combien tu as touché de milliers, voire de centaines de milliers d'euros de telle boîte, etc. C'est quelque chose qui est intéressant parce que là encore, ce n'est pas une critique. Mais en fait, comment est-ce qu'il est possible, rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, j'ai parlé d'éthique. Quelqu'un va me donner de l'argent pour entreprendre un projet, etc., etc. Comment est-ce que mentalement, cognitivement, je vais pouvoir facilement, simplement, être en désaccord avec cette personne-là? C'est juste un biais cognitif aussi, ça. C'est quelque chose qui va être délicat. Pour Cialdini, je vous laisserai voir, parce que je vais essayer de ne pas vous faire coucher à minuit. Lisez ces 2 bouquins de Cialdini. Alors, si vous, voilà, financièrement, c'est un peu compliqué,
je vous dirais, lisez Persuasion plutôt que Influence et Manipulation. Moi, j'ai vraiment préféré, parce que vous allez retrouver dans le deuxième une partie de ce qu'il a raconté dans le premier, mais d'une manière totalement différente. Donc, ce bouquin-là, c'est vraiment un bouquin référence qui est à lire pour tout le monde, parce que ça vous ouvre la porte à voir. On parlait des mails qu'on reçoit. Je vais boire un peu. On parlait des nombreux mails que nous recevons dans nos boîtes mail pour nous vendre certaines choses, une répétition de mails, etc., etc. Tout ça, ce n'est pas anodin et vous allez comprendre en lisant ce bouquin. Voilà, vous allez comprendre que vous aurez plus de liberté de choix. Et ça, ce sont des études qui ont démontré aussi que plus on a connaissance de toutes les expériences d'ingénierie sociale, toutes les expériences de psychologie sociale, même si les biais cognitifs sont puissants, en fait, on devient moins sensible et moins manipulable. On garde une liberté plus grande d'agir par rapport à nos besoins. Et je crois que c'est quelque chose qui est important. Je vais vous parler d'expérience sociale. Une expérience que l'une, j'espère que vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, c'est très bien. C'est l'expérience de Milgram en 1963. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont demandé comment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, comment est-ce que des Allemands ont pu générer les atrocités qui ont été faites? Comment est-ce que des gens ont pu mettre des gens dans des fours, les brûler? Comment est-ce que des personnes ont pu violenter, violer, abuser, torturer d'autres personnes? Et en fait, on s'est rendu compte dans cette expérience, puisqu'il s'agissait, en fait, il y avait quelqu'un attaché sur un siège, et quand les réponses n'étaient pas bonnes, sous le contrôle d'un professeur, rappelez-vous de la blouse blanche et de l'effet de la blouse blanche, il était demandé à la personne qui était face à la personne assise d'appuyer sur un bouton et pour lui délivrer une décharge électrique. Eh bien, en fait, ça marche. Et le plus étonnant, c'est qu'il y a des gens qui disaient non. Des gens disaient non. Donc, rappelez-vous, ils avaient déjà cette capacité à faire l'effort de dire non. Mais dans le cas où la personne en blouse blanche disait à la personne « tu le fais », dans 9 cas sur 10, ils appuyaient sur le bouton. Et la personne, c'était un acteur bien entendu, la personne se mettait à hurler. Donc en fait, tout ça, c'est un conditionnement et l'effet de la blouse blanche, l'autorité, vraiment, il est d'avoir conscience de ce genre de choses, de ces possibilités, parce que c'est juste que c'est utiliser le cerveau d'une certaine manière pour faire quelque chose à une personne qui, dans un contexte normal, n'a absolument pas ni le désir, ni l'envie, ni la perversité de faire des choses atroces. Et en TPE, on parle de boule à facettes. Hein. Nous sommes des gens gentils, intelligents, beaux, nous sommes des assassins, nous avons tout en fait à l'intérieur de nous. Et à un endroit, dans un contexte particulier, il y a des gens qui vont pouvoir utiliser des leviers pour nous faire agir ou pour nous faire sentir d'une certaine manière. Deuxième expérience, l'expérience de Stanford en 1971, et là, c'est Philippe Zimbardo. Donc là, on étudie la situation carcérale, donc on prend 12 gardiens, 12 prisonniers, et on les enferme pendant plusieurs semaines. Et ben, on s'est rendu compte, et ce sont des gens qui avaient tous un profil psychologique, c'était des gens comme vous et moi, des gens normaux, des gens sains d'esprit, aucun déséquilibre, aucune pathologie. Et au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec des gens les gardiens, punitions physiques, viols, maltraitance, les pires horreurs étaient faites en fait aux figurants qui étaient prisonniers avec la chaîne au pied pour aller bouffer. Et en fait, la machine s'est emballée, l'expérience a été arrêtée. Et c'est tout ça pour dire la capacité qu'a le cerveau quand les guides n'ont pas vraiment l'éthique qui soit la meilleure possible. Et je voulais glisser aussi ici, hein, parce que c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être été censuré.
Rappelez-vous de Socrate. Socrate, on parle beaucoup de raisonnement socratique, de questionnement socratique. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé en coaching. Moi, je peux être étonné qu'un, par exemple, aujourd'hui, en France et ailleurs, vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de McKinsey, et vous avez quelqu'un qui s'appelle Victor Fabius, qui a été condamné et protégé, exonéré de condamnation il y a quelques temps pour des détournements de fonds, qui est membre du pôle d'activité consommation et distribution de McKinsey. Donc, ça veut dire que cette personne-là, cette société-là qui est payée 2 millions d'euros par mois, en fait, c'est lui qui dirige la boutique de ce qui se passe en France, de ce que nous vivons. Et voilà, c'est juste quelque chose qui m'étonne un petit peu, surtout quand on sait que son papa est au Conseil constitutionnel et prend les décisions qu'il prend. C'est juste des questions que je me pose. C'est juste des questions que je me pose, comme je me pose des questions où j'aimerais comprendre pourquoi Pfizer a payé 4,5 milliards de dollars d'amende pour fraude, usage de faux, etc., etc. C'est juste des questions que je me pose comme ça. C'est un pur hasard que j'y pense maintenant, en fait. Et je vais terminer par mon préféré. Je termine là par mon préféré. Et là, son livre, lisez-le. Ce monsieur s'appelle Noam Chomsky et je trouve que c'est un pur génie. Vous avez peut-être entendu parler de la fabrique du consentement. Donc, c'est la gestion politique des médias de masse. Cialdini, Bernays, Biderman, Noam Chomsky, quelqu'un comme Victor Fabius, il connaît ça par cœur. Il a appris tout ça, il connaît ça par cœur. Les neurosciences, il connaît ça par cœur. Donc, Noam Chomsky, c'est l'un des intellectuels qui est les plus respectés au monde, mais bien entendu, il a beaucoup de détracteurs. Il est américain. Et c'est lui qui a proposé justement de travailler sur et analyser les stratégies d'influence et de manipulation de masse qui sont utilisées aujourd'hui. Et personnellement, où j'ai été, là, c'est OK en ayant repris les bases, mais le fait d'avoir ces connaissances-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment affecté, vraiment beaucoup, 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 parce que ça paraît tellement évident que voilà, j'ai besoin de transmettre ça. Donc, un des premiers points, c'est la distraction. Stratégie de manipulation, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Regardez, très simple, télé-réalité, tous les programmes médias de masse, on peut voir qu'on n'est pas dans une qualité exceptionnelle. Les jeux, tout ce que vous voulez. Et en fait, le truc, c'est d'attirer l'attention du public sur des trucs qui sont, voilà, c'est banal, on voit des conneries. Mais en fait, pour ceux qui créent ça, ça n'a rien de banal. Parce que l'esprit des gens est occupé. Et rappelez-vous, distraction, circuit de la récompense, production de dopamine par l'hypothalamus. Et c'est un cercle vicieux qui renforce une grande majorité de personnes qui sont addictes à ça. Stratégie de dégradation, application progressive sur une période longue. Si on vous avait dit ce qu'on a pu entendre il y a quelques jours là, si on avait entendu ça tout au début de cette crise sanitaire, je ne sais pas si la pilule aurait été avalée. Le truc, c'est que quand on fait les choses de façon progressive, c'est un vaccin, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, avec toujours la carotte et le bâton, etc. Le truc, c'est qu'il va y avoir une habituation et un effondrement en fait, des résistances d'un grand nombre de personnes. Donc, point suivant, créer des problèmes, trouver des solutions. Je ne vais pas vous faire un dessin, je vous laisse réfléchir sur ce point-là. Stratégie du différé, ça rejoint aussi l'application progressive. C'est-à-dire que si je vous dis demain que… Oups, j'ai appuyé sur un truc. Si je vous dis demain que, je ne sais pas, je prends un exemple qui vient, la retraite que vous avez prévu d'avoir, vous ne l'aurez pas. Si je vous explique que peut-être que
dans un certain temps, il va y avoir une diminution de X%. Ou, voilà. Vous allez vous préparer mentalement à accepter plus facilement des décisions qui sont prises pour vous. Point suivant, s'adresser au public comme si c'était des enfants au bas âge. Je crois que je n'ai jamais vu de ma vie une succession d'incohérences. Alors, il paraît que si on veut transmettre un message, il faut parler comme si on parlait à un enfant de 5 ans. Je veux bien. Mais là, dans ce qu'on a pu voir, de déresponsabiliser les gens, d'infantiliser les gens comme on l'a fait. Lavez-vous les mains, portez le truc. Ben non, un masque, ça va être trop difficile. Vous vous rendez compte, c'est un truc, c'est un geste technique. Je crois que j'ai entendu dans une vidéo il y a quelques jours un politique qui parlait par rapport au geste barrière de mettre des gants, et la personne qui est un administratif énarque lui a répondu « Oui, mais c'est un geste technique. On est pris pour les cons, en fait, en permanence. » Donc ça, c'est une stratégie qui n'est pas une stratégie qui est liée à l'incompétence. C'est justement, je pense, c'est mon point de vue, une stratégie qui est juste totalement délibérée parce qu'elle correspond à une stratégie beaucoup plus globale. Point suivant. Et ça rejoint, vous remarquerez que si vous prenez Noam Chomsky, Bernays, Biderman, Cialdini, un point qui va revenir, c'est qu'on va faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Réflexion néocortex, ça on va oublier. On est sur une autre partie du cerveau et on va activer des leviers émotionnels pour instiller des messages. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans une vidéo, ou même dans plusieurs vidéos, c'est que Patrick Lelay, lui, s'était fait virer de TF1 parce qu'il avait dit en off qu'il était là pour vendre du temps de cerveau avec la publicité. Donc, on va faire appel à l'émotionnel. On va montrer un programme à quelqu'un, un truc où il va être dans un état d'hypnose, parce que c'est un état de transe. Voilà, pris dans une histoire, pris dans un programme. Et à un moment, on va couper là où l'émotion est à son comble. Et derrière, on va rentrer un message. Ça peut servir quand on est en thérapie, en accompagnement, parce que justement, ça va pouvoir enrichir la carte du monde de la personne que l'on accompagne. Mais d'autres personnes ont d'autres intentions et une éthique totalement différente par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Utiliser le public à se complaire dans la médiocrité. C'est sûr que si on est en mode McDonald's, canapé, etc., on ne lit pas, on ne fait pas l'effort de lire. Rappelez-vous aussi, le cerveau, lui, n'a pas envie de faire des efforts. Il n'est pas là pour ça. Mais le truc, c'est que si on rajoute du sucre, si on rajoute différentes choses toxiques, rappelez-vous des aliments dont j'ai parlé tout à l'heure, le truc, c'est qu'on va rester passif et la capacité à devenir proactif va devenir bien difficile. Point suivant de Noam Chomsky, remplacer la révolte par la culpabilité. Tu vas tuer papy, tu vas tuer mamie. Ça, je crois que c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai entendue. Et comme le dirait Goebbels, donc si vous ne le savez pas, c'était un des principaux généraux d'Hitler, plus c'est gros, plus ça passe. Et malheureusement, c'est vrai. Donc, remplacer la révolte par la culpabilité, c'est encore un outil de la perception qui est la mienne, que j'ai vu, que je vois. Et on n'est pas assez intelligent pour comprendre. Je ne sais plus quel est le nom de la ministre qui avait dit, mais de toute façon, on ne peut pas expliquer à la population ce qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ben oui, on est trop bête. On est trop bête. Donc, c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous apprenne, lise, s'instruise, aille chercher des sources d'informations différentes que ce que l'on peut voir d'une manière générale. Et ça demande un certain effort. Le dernier point, et qui est le point finalement qui va regrouper un petit peu tout ce qui a été dit, c'est que dans la stratégie de manipulation de masse, ce qui est important, c'est de connaître les individus plus qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ça, c'est le point clé. Toute l'ingénierie qui est mise en œuvre par tout un tas de gens, ayons le courage, l'envie, le désir de cette ingénierie, de l'apprendre, de découvrir les neurosciences, la neurobiologie, la physiologie appliquée. Et dans les livres, les listes de livres que vous aurez accès, vous avez tout ça. J'ai essayé de faire court, et je ne sais plus combien de livres, mais
vous avez une mine d'informations qui vous permettra de transformer les perceptions qui sont les vôtres aujourd'hui. Voilà pour ce brave Noam Chomsky. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde si on se sent privé de liberté, si on se sent impuissant, si on se sent révolté, si on se sent en colère, si on a envie de renverser la table? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sportif, il est essentiel de reprendre la responsabilité émotionnelle de tout ça. Parce que si on ne le fait pas, on va rester dans des vibrations basses et ça ne va pas changer le schmilblick. J'avais fait une vidéo, elle est dans l'une des formations que j'offre parce que je l'ai revue et je la trouve vraiment intéressante. Je vais en faire la synthèse maintenant. C'est une phrase que j'ai vue d'Idriss Aberkane qui parlait de quelqu'un qui s'appelait Idriss aussi, qui s'appelle Idriss Shah, qui était un soufi. Et la question qui était posée, c'est Idriss, comment sauver le monde? Eh bien, ce qu'il a répondu, ce brave soufi, c'est qu'il suffirait que tout le monde connaisse les expériences de psychologie sociale, les expériences sur la conformité, sur la peur, sur la soumission à l'autorité. Et en fait, j'ai trouvé cette phrase extrêmement intéressante parce que clairement, quand on a ces connaissances-là, on ne peut pas avoir la perception de gens comme j'en croise, qui sont complètement sous perfusion, médias mainstream, etc., de la parole publique, ils sont sous perfusion. Ils restent avec des œillères. On ne peut pas avoir la même perception quand on a connaissance de toutes ces expériences. Là, je vous en ai mis quelques-unes principales, mais il y en a eu beaucoup d'autres. La NSA, la CIA, ces gens-là ont expérimenté beaucoup de choses avec différentes drogues. On sait par exemple aussi qu'il est possible de programmer simplement mentalement, sans toxique. On peut programmer des gens qui, dans certaines circonstances, vont pouvoir créer un attentat, assassiner quelqu'un, juste parce qu'il va y avoir un mot-clé, un ancrage clé qui va activer en fait un programme à l'intérieur d'eux. Tout ça, aujourd'hui, on sait que ça existe. C'est une réalité. Tout ça, ça fonctionne parce qu'on sait comment le cerveau fonctionne. Donc, rappelez-vous bien de l'histoire de la grenouille. Celui qui contrôle aussi l'émotion contrôle le monde. Et après, dans tout ça, on a toujours le choix. Quelle que soit notre situation, aux uns aux autres, on peut abandonner, on peut se plaindre, on peut créer du drama. Oui, mais l'enculé de Macron, de machin, de trucs. On peut faire tout ça, mais le truc, c'est quand on fait ça, c'est une perte de temps. Parce que déjà, on va rester dans des émotions de survie, la colère, la vengeance, tout ce qu'on veut. Ou alors, on peut essayer autre chose, on peut apprendre, on peut trouver des solutions. Et aujourd'hui, dans ce que je veux partager, c'est vraiment l'apprentissage avec des stratégie. Et je reviens sur une phrase que je dis dans certaines vidéos, c'est qu'il est impossible de ne pas croire ce que tu vois, il est impossible de croire ce que tu ne vois pas. Alors avec René, pote René, on a des phrases un peu similaires. Il est impossible de ne pas croire ce que tu ne vois pas. Parce que tout ça, en fait, tout notre fonctionnement, toute notre réaction par rapport au système, la systémie, les gens qui sont autour de nous, par rapport à tout l'environnement, notre perception, nos réactions, fonctionne en mode automatique. 95%, 98% de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, c'est automatique. On l'a appris et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça, on peut changer certaines choses par rapport à ça. On peut se dire que c'est difficile. Certes, il y a des choses qui sont inconfortables. Moi, je préfère inconfortable que difficile. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en linguistique. Si je dis que c'est inconfortable ou si je dis que c'est difficile, mon cerveau n'a pas la même réaction et le corps, la réaction chimique ne va pas être la même. Quatre piliers quand on a décidé de se sentir bien, quand on veut évoluer, et ce sont des piliers de la PNL. Les piliers de la PNL, le premier, c'est la curiosité. Et c'est vraiment ce que je veux vous transmettre ce soir. Soyez curieux. Soyez curieux. Créez des liens. Mais soyez curieux de découvrir ce que vous ne connaissez pas. Même si parfois on a ce qu'on appelle, ce que Bob Proctor appelle la barrière de la terreur. Vous avez une référence d'un bouquin que vous trouverez aussi. Il est important d'être curieux. Ça va activer tout un tas de réseaux neuronaux nouveaux. L'observation. La capacité d'observer. Et sur ce point-là, il y a un point qui peut être intéressant, c'est que par rapport à la phrase, il est impossible de ne pas croire ce que tu vois, blablabla, etc. C'est qu'on peut voir justement des choses, on peut tout voir en noir.
je peux voir du drama, je peux voir que c'est difficile, je peux voir des gens masqués, je peux voir des gens malades, ou je peux voir le soleil qui est bleu, ou je peux voir la nature, je peux voir d'autres choses. Qu'est-ce que je décide de voir? Et cette capacité d'observer d'une manière différente, alors clairement, quand on a vécu des traumas, certaines choses difficiles, c'est important de se faire accompagner parce que le système d'activation réticulée va vous montrer juste ce qui va correspondre à votre programmation. Donc là, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt à être aidé sur certains points par rapport à ça. Le troisième point, l'apprentissage. Apprendre. Savoir, c'est pouvoir. Je le répète encore une fois, savoir, c'est pouvoir. Vous allez trouver, dans la tartine de livres et de conférences que vous allez trouver, vous avez une mine d'informations qui va vous ouvrir plein de perceptions différentes. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et le dernier point, le quatrième point, c'est ce que on peut oublier, c'est-à-dire que l'enfant aventurier, l'enfant qui, dans certains âges, on a l'esprit d'aventure, on va grimper dans les arbres, on va faire des cabanes, on va être créatif. Et en ce sens, je ne sais pas pourquoi, ça me vient maintenant, peignez, faites un tableau, soyez créatif avec vos mains, ayez envie de découvrir, allez là où vous n'avez pas été, allez voir des gens que vous ne connaissez pas, osez parler à des gens à qui vous n'avez jamais parlé. Et ayez cet esprit d'aventure, d'aller de l'avant. C'est un truc qui est extraordinaire. Dans ma vie, j'ai la chance que j'ai provoquée. J'ai vécu des trucs incroyables. Alors, en émotion, ça a fait des yo-yo extrêmement sérieux, que ce soit dans des relations, que ce soit dans des projets. Voilà, j'étais un gamin, j'ai pas eu le bac. J'ai pas le bac. Alors, rappelez-vous, biais d'autorité, sachant, etc. J'ai pas le bac, j'ai construit un EHPAD, un des trucs où j'ai été copié par énormément d'établissements publics et privés. Voilà, je suis super fier de ça. J'ai créé alors un projet qui est tombé à l'eau parce qu'il y avait des escrocs au milieu, un projet de bateau événementiel extraordinaire. Voilà. Mais il faut oser faire les choses. La vie est courte, une chance sur 400 trilliards d'être dans notre incarnation, là. Une chance sur 400 trilliards. Ça vaut la peine d'expérimenter, ça vaut la peine d'oser. Et ces attitudes, curiosité, observation, apprentissage, aventure, avec l'entraînement, en fait, vous allez développer les réseaux neuronaux associés. Et plus on va le faire, plus vous allez avoir et ressentir de la fluidité par rapport à ça. Et aujourd'hui, l'adaptabilité à ce monde, aujourd'hui, demande certains processus, certaines stratégies. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, par rapport au fonctionnement du cerveau, être dans le doute, être dans l'impuissance, être dans la colère, être dans tout ce qui peut se passer chez beaucoup de monde en ce moment, c'est quelque chose qui va nous envoyer droit dans le mur. Donc, aujourd'hui, tous, faites quelque chose pour augmenter votre vibration. Et si vous êtes là, d'ailleurs, c'est en ce sens-là, quoi. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase d'Abraham Lincoln. Vous aurez la référence de sa biographie, parce que je peux vous assurer que là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de lire la vie de cette personne-là. Et cette personne que l'on me donne, que l'on donne 6 heures pour couper un arbre, et je vais en prendre 4 pour préparer ma hache. Et c'est un petit peu ça aujourd'hui. Moi, je parle, si vous voyez une citation ou quoi, c'est tapote, respire, bouge ton corps. Donc, tapoter, c'est pour aller faire la paix, pacifier des expériences passées. Là où il y a des blocages, on va les transformer et avoir une perception totalement différente par rapport à ça. Respirer, et dans les outils que je vais transmettre, parce que consciemment, vous avez la capacité, tout le monde a la capacité de changer son état interne. Je vous parlais d'homéostasie, vous allez avoir, et certains l'ont déjà, mais c'est petit rappel, et je vous dis à titre personnel, j'ai repris les bases et j'ai recommencé à pratiquer la cohérence cardiaque. Parce que, base scientifique, et j'ai recommencé ça. Parce que là, je saturais. Et consciemment, je sais qu'en utilisant cet outil, je vais avoir tel et tel résultat. Vous aurez toutes les explications, vous avez une vidéo, vous avez absolument tout, je vous explique tout dans l'accès que je vais vous donner à cette formation. Point suivant. Alors, je ne l'ai pas dit, mais à la fin, on va débattre ensemble. Hein. J'espère bien, ce sera un plaisir.
Ce que j'ai voulu connecter, de parler de manipulation, d'expérience sociale, de tout ça ce soir. J'ai voulu connecter ça aux 5 blessures émotionnelles, je vous l'ai dit au début. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, entre les 2 types de manipulation, entre 2 personnes qui, voilà, il y a une association, les personnes dites pareil, il y a une association de névrose, et il y a un processus inconscient qui fait que ça tourne mal, et des gens qui ont des outils d'influence ou de manipulation pour nous mettre dans un état émotionnel particulier. Je crois que si nos principales blessures, liberté, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, chacun, nous avons des blessures, notre blessure principale va être différente. Je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que ma blessure principale, la blessure d'abandon, était encore en fait vivante, et particulièrement vivante parce que l'univers m'a envoyé des choses qui m'ont activé, et avec mon pote René Zoria en formation, bam, et à chaque fois, j'ai pris une claque, j'ai dit mais putain, mais c'est moi ça, c'est moi. Donc, si à l'intérieur de nous, nous avons une de ces principales blessures qui est extrêmement vivante, comment est-ce que vous imaginez que par rapport à des gens qui connaissent le fonctionnement du cerveau et qui veulent nous utiliser pour des raisons différentes, le truc, c'est qu'on risque d'être pris au piège par rapport à un état émotionnel. Donc là, il est important, quelle que soit l'histoire, quelle que soit, il est intéressant d'aller découvrir quelle va être la principale blessure, travailler dessus, pacifier tout ce qui fait qu'on a généré ça, parce qu'on est là pour apprendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre par rapport à cette blessure? Et je vais faire le travail par rapport à ça. Rappelez-vous, la liberté, ça demande un effort. La liberté demande un effort. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, et quand vous verrez la vidéo, je vous ai mis le lien dans la formation de Mehdi Belhach, j'écorche son nom, vous le verrez. J'ai regardé ces 5 heures de vidéo et vous allez voir en fait toute l'histoire de l'humanité d'un point de vue philosophique que j'ai trouvé vraiment passionnant. Quand je le connecte, bon, la seule chose qui manquait pour moi, c'est tout le raccord qui a pas par rapport aux neurosciences, mais en fait, ça fait sens. La liberté demande un effort, et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont utilisé la peur. À chaque fois que la peur a été utilisée, les choses ne se sont pas forcément bien passées. Et à une époque, Mein Kampf, c'était un truc anecdotique. Il se trouve que ça ne l'a pas été. Et on a un cinglé qui a été mis au pouvoir par certaines industries. Aujourd'hui, il y a un livre, et vous avez la référence, et vous en avez certainement entendu parler, je vous invite vraiment à le lire. C'est La grande réinitialisation. Parce que ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est de voir qu'il n'y a rien de caché. Tout est écrit, tout est disponible en information. Tout, absolument tout. C'est écrit. Et de voir en fonction du positionnement de chacun, de sa vie. J'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai une activité professionnelle. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer? Je vais travailler lundi, mardi, mercredi. Ah, ça y est, c'est le week-end. Et puis vite, vite, vite. Alors, j'ai pas le temps. Je m'occupe des enfants. Je vais commander sur Amazon, etc., etc. Vite, 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 vite. Et puis, attends, mes cotisations pour la retraite, etc. Comment je fais avec tout ça? Peut-être que c'est le temps de se demander c'est quoi la liberté? Peut-être que ce que l'on vit tous, c'est de se positionner par rapport à ça. Nous, avec certaines personnes, on évoque la position de positionnement clair par rapport à ce qui se passe. Et clairement, je peux vous le dire, parce que cette perception a commencé quand, en fait, je me suis séparé c'était une relation toxique, de la maman de mes 3 filles. Et à ce moment-là, j'avais présupposé, alors quand je connais la force des présuppositions aujourd'hui, ça prend un sens différent, j'avais présupposé qu'elle me ferait vivre l'enfer. Il se trouve que ça a été un petit peu le cas. Et d'un autre côté, pour moi, la liberté, ça n'a absolument aucun prix. J'entends certaines personnes aujourd'hui et ça m'a...
j'ai trouvé ça extrêmement violent, qui sont prêts à mourir pour défendre certaines valeurs actuellement. Et on a quand même quelqu'un qui a dit « nous sommes en guerre ». Émotionnellement, c'est fort. Bon, il n'a pas dit que ça, mais j'ai trouvé que c'était violent. Le 12 juillet, il y a eu certains mots aussi. Donc, aujourd'hui, c'est comment je vais reprendre la responsabilité, toute la responsabilité de mon état émotionnel dans un contexte qui est sportif, qui est inconfortable. Qu'est-ce que je fais par rapport à mes valeurs? Qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je connais être ma principale blessure émotionnelle ou peut-être que je ne la connais pas? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Donc, dans ce que je vais vous envoyer un lien. Certains ont déjà l'accès, mais j'ai modifié, j'ai changé de plateforme et ça s'appelle Teach Easy, c'est un truc qui est super génial. Et comment j'ai appelé ça? Attendez, je vais regarder. Hop. Est-ce que j'avais appelé ça le kit de survie? Kit de survie en situation de stress, j'ai appelé ça. Donc là-dedans, vous allez avoir la cohérence cardiaque, rappel pour certains, pour ceux qui ne connaissent pas, faites-le. Je peux vous assurer, vous allez voir tous les bénéfices. Je vous explique tout en détail et réellement, c'est le premier outil que j'ai découvert en termes de respiration en conscience. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on est, voilà, c'est connecté à d'innombrables études scientifiques, c'est-à-dire si je fais ça, j'ai tel résultat. Et franchement, ces résultats, ça vaut le coup. Vous aurez aussi, d'ailleurs, il y a un guide auditif qui permet de le faire les yeux fermés. Et c'est important parce que déjà, si je me mets les yeux fermés, je suis déjà dans un état alpha. Donc, la recherche, c'est d'être dans un état d'homéostasie, un état d'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc, vous avez 2 guides auditifs. Voilà, vous choisissez celui que vous préférez. J'ai mis, que certains connaissent, une routine physique. Rappelez-vous, bouger son corps, c'est essentiel. Faire des efforts à bouger son corps, c'est essentiel. Moi, si on me dit aujourd'hui, je suis handicapé, je suis fatigué, j'ai mal au dos, moi, je rappellerai, peut-être que certains ont vu, j'étais condamné à ne pas marcher, je suis moniteur fédéral en sport de combat. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse, tout le monde peut le faire. À son rythme, l'essentiel, c'est de le faire. L'essentiel, c'est d'expliquer à son corps et à son mental, je vais mettre ça en routine tous les jours. Si j'ai 5 minutes, je le fais 5 minutes. Si j'ai 10 minutes, je le fais 10 minutes. Si j'ai 15 minutes, je le fais 15 minutes. Et je le fais, je peux même le noter pour le faire. Et je vous ai mis, j'ai dû faire le tri pour les lectures que j'ai voulu vous transmettre parce que la synthèse de ce qu'il y a là-dedans, entre les stratégies d'influence et de manipulation, le fonctionnement du cerveau, pour certains la glande pinéale, la spiritualité, etc. Il y a la biologie des croyances de Bruce Lipton. Je vous ai mis, voilà, il y a une synthèse de bouquins, vous prenez ça, mais ça va vous changer la vie. Je n'ai pas mis de référence de livres parce que j'ai noté toutes les références de philosophes. Je crois qu'aujourd'hui, il est intéressant de revenir à ce qu'ont pu raconter. Et moi, ce n'était pas quelque chose, je n'étais pas connaisseur de ça, mais tout ce qu'on peut raconter, les philosophes, Platon, Aristote, Marc Aurèle, bon, j'ai mis Marx dedans, Diogène, et Socrate, etc., Schopenhauer, tout ça, lisez ça et lisez ça en conscience. Et ça y est, je ne vais pas écorcher son nom, c'est Mehdi Belhaj Kassem. Peut-être que ça va vous bouger. C'est l'exposé qu'il fait sur la situation actuelle avec tout un tas de références philosophiques. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et voilà. Vous avez ça. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a une deuxième formation. Hein, c'est gratos, tout ça. Parce que là, je n'ai strictement rien à vendre. Il y a la dépendance affective, 45 conseils pour sentir mieux, parce que j'ai complètement changé le format. J'avais écrit un livre électronique et j'ai changé le format. Donc, pour ceux qui connaissaient l'ancienne formule, je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que
Voilà, c'est réellement un esprit complètement différent. J'ai ajouté certaines vidéos qui vont disparaître de ma chaîne également, que j'ai voulu laisser là-dedans. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Et ça va, je suis performant. J'ai eu peur de parler trop longtemps. Ce que je vous propose, c'est est-ce que vous avez des questions? Et je dis bonsoir à ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir d'ailleurs, qui sont arrivés. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Ouais, moi je peux, Ouais. Christelle. Bonsoir à tous et à toutes. Moi j'ai une question par rapport à par rapport à toutes les références que tu nous donnes. Euh, je suis, j'ai pas acquis la lecture rapide parce que tu nous avais expliqué que tu lisais quand même très rapidement. Moi, je lis Ouais, très 750. lentement, voilà. Et j'ai envie de, comment justement, d'aller diversifier, d'aller voir tous les philosophes dont tu nous as parlé. Mais j'ai déjà ce frein, alors peut-être qu'il faut que j'aille tapoter en me disant, je lis pas assez vite. Donc, Ok, bah déjà, c'est une croyance, donc tu sais comment tu peux la désosser parce que tu hum. étais un week-end avec moi. Et puis voilà. Euh, et si je faisais une petite formation pour la lecture rapide, les bases de la lecture rapide? Ah bah moi, je suis partante. Après, il faut voir avec, avec le Alors, reste du groupe. non, mais enfin, parce qu'on me l'a déjà, on me l'a déjà demandé. Ouais, moi aussi, je Et, suis partante, Sandra. et, et en fait, moi, j'ai appris la lecture rapide avec, alors, il y a deux personnalités différentes, hein, bon, qui connaissaient tous les deux Tony Buzan. Donc, il y a mon pote Michel Wozniak, expert en neurosciences appliquées, PNL, etc. Hum. Donc, j'ai eu une version d'apprentissage en lecture efficace parce que je crois que l'OMS décrit en fait qu'une lecture on va pouvoir avoir un niveau d'apprentissage suffisant à partir de 320 mots minutes, je crois. Moi, je crois qu'au départ, j'étais là, je crois que je dois être à 7 ou 800. L'idée, oui, c'est d'aller à l'essentiel. Et j'ai fait une deuxième formation avec Steve Abdelkarim, qui a un point de vue où j'ai trouvé qu'il y avait une utilisation du subconscient qui était plus importante. Et donc, oui, je peux faire une synthèse de ça. En fait, les principes sont simples. C'est juste qu'encore une fois, ça fonctionne avec la pratique. Moi aujourd'hui, je suis incapable de lire, par exemple, sans guide visuel. C'est la base, hein. Dans les deux méthodes, c'est la base. Et ça, par exemple, moi, j'y reviens. Et à l'école, arrête de suivre avec ton crayon ou ton doigt. Moi, personnellement, à l'école, c'était interdit. Il ne faut pas suivre avec son doigt. Sauf que quand on sait comment fonctionnent les yeux, le cerveau, en fait, c'est un non-sens. Tout simplement, par exemple, ça va empêcher une chose, c'est que l'œil fait toujours des retours en arrière. Un C'est comme ça. balayage, ouais. Et en fait, quand simplement le fait d'utiliser un guide, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, il y a une perte de temps, etc. Et au niveau de l'apprentissage, c'est différent. Mais il y a plein de choses. Il y a, dans, alors, je ne sais plus si ça y est dedans. Je vous ai mis un bouquin de Tony Buzan, justement, qui est préfacé par Michel Wozniak. Je ne sais pas, Sylvie, tu dois l'avoir, toi, non? Non, je ne l'ai pas. Ah, je pensais que tu l'avais, mais c'est plus le mind mapping. Parce que là, vous ne l'avez pas vu, mais en fait, moi, quand je fais une présentation, je fais tout en mind map. C'est encore un autre truc pour prendre des notes, enfin voilà, c'est infini comme truc. Mais Je l'avais commandé à ta bibliothèque à côté de chez toi. ouais, La fameuse dame qui a plein de livres, qui trouve plein de livres. c'est ça. Mais écoute, je vais voir comment je peux préparer une mini formation, un truc, voilà, enfin, pour avoir les bases de lecture rapide. Mais parce que je suis en train de tout reformater, tout changer. Dans le processus, je me suis rendu compte quand je regarde que
les gens qui ont acheté des formations digitales, ils ne vont pas au bout. Il y en a qui ne les font pas. Et c'est un truc incroyable, quoi. C'est-à-dire que les gens payent un truc, mais ils ne vont pas au bout. Ils ne le font pas. Et ça, c'est encore justement le principe du cerveau. Je ne fais pas d'effort, j'ai le truc, j'ai suivi le processus, j'ai sorti ma carte bancaire, j'achète, mais derrière, je ne fais pas le job. Donc moi, dans ce que je veux faire, c'est que dans les futures formations digitales que je veux faire, j'ai envie qu'il y ait des lives, j'ai envie qu'il y ait des trucs comme ça, quoi. S'il y a des questions à poser, enfin voilà, parce que moi c'est pareil, j'ai fait des formations digitales, hein, c'est chiant en fait. Moi je reconnais que je préfère être avec des gens en face de moi. Alors en présentiel, je kiffe davantage, mais là ça me permet d'avoir des gens de n'importe où. C'est vrai qu'on n'a pas les coûts de déplacement, mais voilà. Donc je vais réfléchir à comment je fais une petite formation sur tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour progresser en lecture efficace et avec une fois par mois ou 2 fois par mois, il y a un live et on passe 1 heure ou 2 ensemble. Voilà. D'accord? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que j'ai partagé ce soir? Je vais essayer de vous mettre le lien. Moi, je voulais intervenir aussi. Au début, tu as parlé en fait du stress et de ce qu'entraînait le burn-out et les problématiques sur les enfants. Oui. J'ai le cas en fait pour te prouver en fait que ce que tu dis est vrai. Ma fille de 23 ans est cadre, acheteur dans l'industrie, très gros poste, grosse responsabilité à son âge. Elle a 23 ans, elle a un bac+5. Elle est en avance. Elle a 2 ans en plus du bac+5 en expérience et elle est en burn-out depuis 10 jours. Ouais. Son conjoint, burn-out il y a 1 an, à 22 ans. Il était aussi responsable de plateforme logistique, gros stress. Donc, et il y en a d'autres. La fille de ma meilleure amie, 21 ans, burn-out. C'est terrible. Je veux dire, c'est quand même terrible de commencer sa carrière professionnelle par un burn-out. Donc, les dégâts dont tu parlais sur le cerveau, le stress en fait occasionné, c'est catastrophique. Et c'est une vraie réalité. Alors, savoir ses pouvoirs, c'est vrai. Mais par exemple, si tu lis les 2 bouquins de Sébastien Bauer, le bug humain et Où est le sens, en fait, on comprend tout ça. C'est un éclairage par rapport à tout le fonctionnement de la société par un neuroscientifique. Et nous, dans ce qu'on fait, Olivier, alors je crois qu'on avait Philippe qui était là tout à l'heure, donc qui est aussi thérapeute. Olivier est thérapeute aussi. Le truc, c'est qu'il y a une mécanique qui fait que on va sentir qu'on arrive au burn-out, voilà, ça va venir progressivement. Mais dans les entreprises, les grandes entreprises, il y a tellement dans les politiques managériales qui sont mises en place, dans ce qu'on demande aux gens, qui maintenant sont connectés à leur téléphone, à leur ordinateur, à domicile, il n'y a jamais de déconnexion. C'est-à-dire que simplement, j'ai mes rappels, j'ai mes notifications mail, j'ai des bibles, j'ai des messages, j'ai le coup de téléphone que je n'ai pas passé, j'ai fait ça, c'était en retard, vite, 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 vite. Et en fait, on est pris dans un système où en fait le corps va s'user. Le cerveau ne sait pas faire ça. La première fois que on a vu les dégâts, c'est quand il y a eu c'est un suicide de Tony Truant chez France Télécom. Mais ces gens-là sont des ordures. Parce que et j'assume ce que je dis, parce que ce que je reproche à ce système-là, c'est que les gens qui sont à la tête de tout ça savent exactement comment fonctionne ce cerveau. Donc, on va prendre les gens, on va utiliser les capacités au maximum, les capacités, les ressources de ces personnes-là, mais au bout d'un moment, il va y avoir un bug. Il va y avoir un bug. Et le problème, c'est que moi, par exemple, là, quand je vous parlais de Michel Wozniak, il a failli crever. Il travaillait pour Peugeot, voilà, il était un gros poste chez Peugeot. Et il était dans l'ambulance et il entendait un médecin qui lui disait, mais lui, ça va devenir un légume, quoi.
parce que ça peut aller jusqu'à des atteintes au niveau du cerveau qui peuvent être vraiment parfois irréversibles. Donc, dans ces cas-là, enfin, je ne sais pas comment ça se passe là par rapport c'est ta fille, hein. Mais il est impératif de revenir sur des outils simples dont on sait qu'ils fonctionnent ou des outils comme Olivier et moi en pratique en TPE, parce que c'est pas un hasard si je vis l'expérience d'un burn-out, c'est que j'ai des expériences dans la vie qui m'ont amené à vivre cette expérience-là. Et à un moment donné, a priori, il y a des expériences qui n'ont peut-être pas été forcément confortables, soit par rapport à quelque chose qui a été ponctuel, soit par rapport à un processus répétitif. Et ça, il est vraiment important d'utiliser les trois termes que je dis. C'est tapoter pour aller pacifier les événements, c'est respirer en conscience. Donc moi, c'est vrai que je transmets l'hyperoxygénation, méditation, cohérence cardiaque. Et j'oubliais, parce que je ne l'ai pas encore, j'ai juste mis une vidéo dans la formation, mais je vais le refaire, sur la respiration du bassin. Christelle, tiens, j'ai des spécialistes de respiration du bassin, là. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais alors, enfin, ce que disait Sandra par rapport au burn-out, si tu veux, je crois que la respiration du bassin, enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'outil qui me permet justement de ne pas me laisser happer par le rythme. En fait, je trouve que par la respiration du bassin, on arrive à se reconnecter à son rythme intérieur. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète. Et en tout cas, moi, je la pratique au quotidien. Je la pratique avec mes élèves aussi. Enfin, je la pratique, elle est là. Elle fait vraiment partie de mon quotidien, de mon vécu. Donc là, il y a deux choses. Je vais mettre dans la petite formation la gestion de crise. La vidéo qui est, c'est une vidéo YouTube, mais je vais refaire une vidéo rapidement où je vais la pratiquer. Je vais aller au plus simple, je vais dire comment le faire. Et là, par contre, je vais faire aussi une formation digitale sur 7 jours. Formation digitale sur 7 jours avec, toi, Christelle, tu connais puisqu'on l'avait fait sur un programme d'accompagnement de 3 mois. Donc, sur 7 jours, je vais faire ça d'une manière digitale, c'est-à-dire que voilà, un jour, chez ça, il y aura un audio tous les jours et la semaine après, avec un écart d'une dizaine de jours, ce sera avec un live et on pratique ensemble. Parce que ça, c'est le Graal. C'est le Graal. Voilà. Je me reconnecte, excuse-moi. Oui, pour moi, c'est le b.a.-ba. C'est vraiment c'est la base. Enfin, c'est les outils vraiment de base. Et en plus, on peut vraiment les utiliser. Enfin, une fois qu'on les a pratiqués, en plus, la manière dont tu nous amenais à les pratiquer avec cette régularité, voilà, c'est une base c'est une base salvatrice, mais c'est une base qui continue aussi à aider voilà, à avancer et à. C'est une Il y a les deux aspects. transformation des perceptions et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est réellement faire descendre l'énergie qui est au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, de faire descendre ça au niveau du premier chakra. C'est aussi, puis voilà, sans se poser de questions, pourquoi, comment, machin, quand on commence à pratiquer, on n'en a rien à faire, ce n'est pas l'intérêt, l'intérêt c'est juste de le faire. Je vais vous envoyer, alors si ça marche, alors si quelqu'un veut vérifier, parce que le truc, c'est que je ne sais pas comment fonctionne ce fichu lien, en fait. Je vais essayer de copier ça. Est-ce qu'on peut envoyer un lien, en fait? Non. Bon, ce que je ferai, j'enverrai là, parce que j'ai tous les mails, je vous enverrai le lien et vous allez tomber donc sur une page Teach Easy et vous allez voir voilà, la page de présentation de ma nouvelle plateforme. Hop, 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 espace apprenant. Si ça veut bien fonctionner, voilà. Et
c'est pas ça que je voulais. Donc, vous aurez accès, vous avez à mettre, je crois que c'est juste votre prénom et votre mail, et vous avez accès à l'une des deux ou les deux formations qui sont présentes. Et vraiment, voilà, agissez derrière ça. Et Sandra, ta fille, dis-lui de regarder ça. Ouais, je vais lui Alors, transmettre. Ouais, surtout, ouais. cohérence cardiaque, et là, quand j'aurai refait la vidéo sur la respiration du bassin, et après, voilà, les mouvements du corps, bouger son corps, D'accord. c'est extrêmement, extrêmement important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que j'ai dû oublier un truc, mais je ne vois pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Olivier. Les références que tu as données, les différents points en fait, qui sont super intéressants, ça va être, tu les as écrits, parce qu'en fait, des fois, ça coupait, j'ai pas eu le temps. Alors, Je pense qu'on quel n'a pas eu point, le temps. Olivier? Oui, il y a juste un. Alors, il y a le 7, utiliser le public. En fait, c'était par rapport à la fabrique du consentement, les stratégies d'influence et de manipulation de masse, en fait. Et il y avait le point 7, c'était vraiment utiliser le public, et j'ai ça à couper, en fait. Et là, en fait, dans la formation, je vais mettre en fait, le replay de la vidéo, il sera dedans. D'accord. Voilà, donc en fait, juste avant, je me suis dit que j'allais rajouter ça. Et puis voilà, les gens ont la possibilité de voir tout ce qui a été partagé. Moi, je le répète, hein, quand je fais des formations ou machin, il y a des choses que j'ai refait plusieurs fois parce que le processus d'apprentissage, on voit les choses une fois, on voit les choses deux fois, et c'est intéressant. Pour certains qui ont fait plusieurs fois des formations, vous le savez. Ah oui, j'oublie une chose. Vous avez mon pote René Zoria, demain, il fait un cabinet public. Donc, alors il y a 2 liens, je ne sais pas où ils sont, ces fichus liens, il faudrait que je les trouve et que je vous les donne là. Vous avez la possibilité, soit en spectateur, soit vous voulez bosser sur un truc. Sylvie, tu le connais, enfin Olivier évidemment. Voilà, vous avez la possibilité qui bosse sur vous gratos, quoi. Donc, il n'y a aucun souci pour moi de toute façon. Et puis, René, vous voyez, il a son site. Il y a, je ne sais pas si j'y suis, mais enfin, tous les élèves TPE, dont Olivier qui est là d'ailleurs, on a la possibilité d'aider les gens. Je regarde juste si je peux vous envoyer le lien. T'as pas ça, toi, Olivier, par hasard? Je le cherchais, l'adresse doit être la dernière vidéo qu'il a envoyée, c'est ça, hein? Je pense. Parce que j'ai pas reçu le lien à envoyer. Alors, Zenria. Alors, YouTube. Tac, tac, tac. Ah ouais, séance gratuite. Tac. Ouais, c'est sous la vidéo. Ouais. Alors, je vais vous copier les liens. Alors, voilà. Alors, en tant que spectateur, c'est ce lien-là. Et en tant que, j'aime bien comme il a mis ça, en tant que sujet potentiel. Bon, René, c'est le papa du TPE. Hein. Donc lui, il fait que TPE. Après, voilà, les uns et les autres, on a des spécificités en plus différentes. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Il fera ça une fois par mois. De toute façon, lui, il s'en fout. Il ne veut plus faire de séances. Il nous les envoie. Hop. François, Oui. ces liens apparaissent dans Telegram, c'est ça? Non, je viens de les envoyer dans le chat, en fait. Ah, dans le chat, d'accord. Je sais C'est pas dans le comment chat de Zoom. Donc, c'est-à-dire quand on regardera à nouveau, on les verra, c'est ça? ou sinon, vous allez sur sa chaîne YouTube Zenria et vous avez sur sa dernière vidéo, vous retrouvez également les liens. Et tu avais parlé de la liste de tes livres aussi qu'on va retrouver sur le… C'est sur la formation, donc je vais checker tous les mails de tous les inscrits, puisqu'il y en avait, il y avait 40 personnes qui sont inscrites. Et
et en fait, tu auras toute la liste qui est dans cette formation. D'accord. Ben, merci d'avoir été présent. Moi, voilà, ça me manquait parce que j'étais invisible pendant un moment pour différentes raisons. Et je suis chaud patate pour recommencer. J'espère que ça vous a plu. Peut-être une dernière question ou quoi que ce soit, si vous voulez intervenir. Sandrine, je vois pas mal de choses passer. Ah non, merci, c'était très intéressant. Hein. J'ai pris plein de notes et voilà, je vais mettre ça au clair. Est-ce que tu m'autorises un commentaire? Vas-y. Je me demande si ce ne serait pas important que tu ne te laisses pas emporter par tout ça, quoi. Parce que je vois ce que tu me partages, je sais que je suis passé par là, sauf qu'à un moment, j'ai bugué parce que j'avais envie de taper plein de gens, quoi. Et bon, vu avec les capacités qui sont les miennes, ça pourrait être un peu dangereux. Mais voilà, c'est chouette, c'est important de continuer à aller pacifier plein de choses parce que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Le truc, c'est que il y a des gens qui savent très bien générer les émotions chez les autres et c'est exactement ce qu'ils font. Dans le philosophe, les 5 heures de vidéo que vous pourrez voir, je partage son point de vue, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a délibérément l'intention de faire péter les plombs aux gens, de les faire bugger intellectuellement, quel que soit le résultat du bug, mais de les faire bugger. Et à nous de prendre cette responsabilité de notre état émotionnel, même si c'est pas évident. Voilà. Oui, Olivier. Oui, parce qu'en fait, c'est jamais une victoire de se mettre en colère ou de rentrer en lutte, parce que finalement, la première victime, c'est nous. Quand on est en colère, on se fait du mal, alors que reprendre correctement son état émotionnel, au moins on est en paix, quoi. C'est complètement différent. Oui et non. Les émotions, c'est pas mal. C'est ni bien ni mal d'ailleurs, mais les émotions, c'est ce que c'est. Le truc, c'est que si tu laisses l'enfant au volant de la voiture ou si tu le mets dans le coffre, dans ces deux options-là, c'est pas cool, quoi. Donc, voilà, d'être en colère, j'ai une réaction, je suis en colère, je suis triste, etc. Qu'est-ce que ça m'a, c'est quoi le message? J'en fais quoi de ça? Je voulais dire de rester dedans, quoi, qui est mauvais, Voilà, parce oui, qu'après, c'est le burn-out, c'est toutes ces choses-là, quoi. Tout à fait. Voilà, tout à fait. par contre, effectivement, c'est légitime aujourd'hui d'être un peu en colère, mais c'est pas rester dedans en permanence, parce que c'est pas moi qui vais dire que c'est pas légitime. C'est juste quel mécanisme défensif notre inconscient va mettre en place par rapport à ça. Et sur ces mécanismes qui peuvent être mis en place d'une manière inconsciente, ça peut ne pas être les meilleures choses pour nous. Donc voilà. Pour terminer, savoir, c'est pouvoir. L'apprentissage, ce pilier de la PNL aujourd'hui, il est d'une importance vraiment certaine. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, demain, j'ajouterai, parce que là, ça n'y est pas, hein, si vous allez sur Teach Easy, de toute façon, vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas le lien, mais je vais vous l'envoyer. Vous pourrez avoir tout ça. Thomas, je t'ai trouvé très silencieux ce soir. Oui, c'est vrai. J'ai pris pour argent comptant le petit message de ceux qui achètent des formations et qui ne vont pas beaucoup. En fait, c'est. J'en fais partie, c'est pour ça que je dis ça. Oui. En fait, j'ai acheté des trucs. C'est pas un jugement ni une critique, c'est un constat. Non, bien sûr. Donc, ça veut dire que moi, si je fais quelque chose et que quelqu'un me paye, en fait, ça m'emmerde s'il ne s'en sert pas. Oui, bien sûr. Ouais. Ce n'est pas le but. Donc, moi, ce que je veux, c'est arriver à trouver. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit j'ai fait les formations, David Laroche, machin, etc. En fait, ils achètent le truc, ils le payent une fortune, ils ne s'en servent pas. Donc, moi, je veux trouver un truc où quand je vais remettre sur la nouvelle plateforme des formations, c'est comment est-ce que je fais pour qu'il y ait du présentiel aussi, un échange, des questions, etc. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.
À Merci très vite beaucoup. et merci Ciao, beaucoup. ciao. Merci beaucoup. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir tout le Belle monde. soirée à tous. Au Au revoir. revoir. À Belle bientôt. soirée, au revoir.